Question 1.1. La distance à vol d'oiseau entre deux points est toujours la distance parcourue. Eh bien non. Non. Car la distance à vol d'oiseau est la norme du vecteur déplacement c'est-à-dire delta R en norme, alors que la distance parcourue S est la longueur de la trajectoire. On a le point S est plus grand ou égal à delta R en norme. Voilà. Donc ce n'est pas vrai. Ça c'était la A. B. Quel que soit le chemin emprunté pour aller d'un point A à un point B, le déplacement est le même. Eh bien, je mets vrai. Deux points. Le déplacement delta R en vecteur ne tient compte que de la position initiale et finale. Deux points, delta R égale R finale moins R initiale, qui sont les deux positions correspondantes dans le système dans lequel on se trouve. Du coup, et donc, quel que soit le chemin, ces positions ne changent pas. C. Le compteur kilométrique de la voiture mesure le déplacement de celle-ci. Faux. Le compteur kilométrique mesure la distance parcourue par la voiture. Par la voiture. Deux points S. Et puis finalement, D. Un avion fait Paris, San Francisco, Montréal, Paris en une journée. Il a effectué un déplacement vectoriel nul. Eh bien oui, c'est vrai. Car le déplacement est delta R vectoriel égale R finale moins R initiale. Or, R finale égale R initiale, et donc notre déplacement est égal au vecteur nul, vecteur 0. Et voilà pour ceci. Question 2. Nous observons les déplacements suivants, A, B et C, et on a les propositions de A jusqu'à F. On doit justifier ces propositions. Alors, A. La norme du déplacement est de 6 mètres. A. Est-ce que la norme du déplacement de A, delta R,
et de 6 mètres. Regardons. Eh bien oui, la norme du déplacement est de 6 mètres, puisque le vecteur déplacement A est de 6 mètres 0, 0. Je mets vrai, car delta R A égale 6 mètres, entre parenthèses, puisque c'est un vecteur, et donc sa norme vaut bien 6 mètres. Très bien. B. La distance parcourue par B est de 10 mètres. SB égale 10 mètres. Et la distance parcourue par B, en réalité, c'est la distance parcourue par B entre ce point-ci et ce point-là, plus celle parcourue par B entre ce point-ci et ce point-là. SB est égal à SB, on va dire 1, c'est-à-dire le déplacement de droite à gauche, plus SB2, c'est-à-dire de gauche à droite. SB1 est égal à 14 mètres moins 6 mètres. 14 mètres moins 6 mètres. Et SB2, vu que c'est toujours compté positif, c'est égal à 12 mètres moins 6 mètres. 12 mètres moins 6 mètres est égal à 8 plus 6. Et ça nous donne 14 mètres. Du coup, la proposition est fausse. C. Le déplacement de B est de 2 mètres dans le sens négatif. Alors, le déplacement de B, delta R, B, est bien un vecteur qui ne prend en compte que la position initiale de B et la position finale de B. Initiale est ici, finale est là. Et donc, on a bien 2 mètres dans le sens vers la gauche. Et puisque c'est un vecteur, on est obligé d'avoir non seulement sa norme, qui est bien de 2 mètres, mais aussi son sens et sa direction dans le sens négatif. Et donc, cette information nous permet de dire qu'on ne parle pas d'un scalaire, mais bien d'un vecteur, et que c'est ce à quoi on s'attendait. Donc, delta RB est égal à moins 2 mètres. C'est ça qui est écrit dans la proposition, et c'est tout à fait exact. Exact. D. Le déplacement de A et sa distance parcourue sont identiques. Alors la question c'est, est-ce que delta R A est égal à SA? Eh bien absolument pas. Non. Car delta R A est un vecteur. Alors que SA est un scalaire, nous ne pouvons donc pas les comparer. Cependant, eh bien, la norme de delta RA est bien égale à sa distance parcourue puisque c'est effectué en ligne droite. Cependant, deux points, la norme du déplacement, c'est-à-dire la longueur du vecteur, est bien égale à SA puisque c'est une ligne droite. Donc c'est faux. E. La distance parcourue par C est de 4 mètres. Eh bien, delta RC est égal à, il va de 8 à 4 mètres, donc c'est-à-dire moins 4 entre parenthèses mètres. Et donc, effectivement, vu qu'il va en ligne droite, deux points, delta RC en norme est égal à SC est égal à 4 mètres. Ça c'est bien, c'est vrai. Et finalement, F, le vecteur déplacement de C est de moins 4, 0, 0. Eh bien, j'ai donné le vecteur déplacement selon une seule coordonnée qui omettait l'usage des deux autres coordonnées. Donc,
dans un système à 3 axes, X, Y et Z, le déplacement deux points delta RC égale moins 4, 0, moins 4 tout court, excusez-moi, justement, c'est l'objet, est équivalent à delta RC est égal à moins 4, 0, 0 mètres. Et donc, cette proposition est vraie. Et voilà pour l'exercice 1.2. Question 1.3. On est devant une carte et on mesure la distance entre Liège et Bruxelles sur cette carte, qui est à l'échelle 1 cm correspond à 500 000 cm, c'est-à-dire 5 km en réalité. Et du coup, cette distance Liège-Bruxelles sur la carte est égale à 18,1 cm. 1, on transforme en kilomètres. Bon, pour ça, on fait une règle de 3. Et finalement, on découvre que Liège-Bruxelles, dans la réalité, c'est égal à 18,1 cm fois 500 000 cm, c'est-à-dire 5 km, égale 90,5 km. Voilà, ça c'est la première chose. 2. Ça c'est bien, la distance à vol d'oiseau. Et donc, en physique, on appelle ça la norme du vecteur delta R. Voilà, ça c'est la distance à vol d'oiseau. Mais là, si nous, on prend notre voiture et qu'on se déplace de Liège à Bruxelles, le déplacement d'une voiture de Liège à Bruxelles, en réalité, ce sera une distance parcourue, c'est-à-dire la longueur de la trajectoire. La longueur de la trajectoire de la voiture, soit S, sera évidemment plus élevée, plus grande que la norme de delta R. Et ainsi, le compteur affichera une distance plus grande ou égale à 90,5 km et très certainement plus grande puisque l'autoroute n'est pas absolument droite entre Liège et Bruxelles. Passons à l'exercice 1.4. On a une araignée, hein, elle est sur un mur et elle se déplace. Elle parcourt 3 mètres d'abord vers le haut. Donc elle démarre d'ici, là, c'est notre araignée. Elle parcourt 3 mètres, que je vais faire à l'échelle 1 cm par mètre, bien sûr, c'est plus facile. Elle parcourt 3 mètres vers le haut. Et puis après, elle fait 5 mètres vers la gauche. C'est notre mur. Comme ça. Elle descend de 4 mètres. Et puis remonte d'1 mètre. Elle fait 4 mètres ici, et puis elle remonte d'1 mètre, comme ça. Voilà. Ça c'est sa trajectoire. Trajectoire. Voilà. Question A. En utilisant les informations ci-dessus, représente la trajectoire de l'araignée à l'échelle 1 cm par mètre et son déplacement. Alors A, la trajectoire. Ben, c'est bien l'ensemble des points
qui sont utilisés par l'araignée pour arriver à sa destination. Et le déplacement, bien, il ne faut pas se tromper. Notre déplacement, c'est un vecteur qui va du point initial, c'est-à-dire le point initial, il est ici, au point final du déplacement, c'est-à-dire là. Voilà, ça c'est notre déplacement delta R vectoriel. Trajectoire S. Déplacement delta R vectoriel. Voilà. Ensuite, détermine la valeur vectorielle du déplacement, sa norme et la distance parcourue. D'accord? B. Valeur vectorielle, ce qu'on entend par là, c'est simplement les composantes du vecteur. Et pour faire ça, eh bien, on va définir un système d'axes qu'on va déterminer judicieusement. Je rappelle, un système d'axes judicieux est un système dont l'origine coïncide avec l'origine du mouvement. Et donc, on a bien un système dont l'origine va être obligée d'être ici. Voilà notre origine. Oh, les axes sont choisis en fonction du mouvement. Voilà. Alors ici, ça me semble évident de dire que on va prendre un axe X qui va vers la droite et un axe Y qui va vers la gauche, puisque qui va vers le dessus, pardon. Ça c'est notre axe X et ça c'est notre axe Y. Puisque tout le mouvement est parallèle à ces axes. Et donc, il sera dès lors très facile de décomposer le mouvement en ses composantes selon X et selon Y, puisqu'on a un alignement. Un système qui ne serait par exemple pas judicieux, ce serait un système pour lequel l'origine serait ici, et les axes seraient comme ceci, par exemple, et comme ça. Pourquoi? Bien parce que si je prends un système comme ceci, premièrement, toutes les positions seront décalées de la distance entre l'origine du système et notre origine correcte. Et deuxièmement, tous les mouvements seraient en fait une combinaison de notre axe non judicieux, X, et l'axe Y non judicieux. Donc on ne pourrait pas avoir une réponse claire et précise. Cependant, la réponse qu'on aurait serait tout à fait juste. Simplement beaucoup plus laborieuse à trouver. Et donc, on se concentre sur notre système correct. Voilà. Maintenant, déterminer la valeur vectorielle du déplacement. Et bien, pour déterminer la valeur vectorielle du déplacement, je vais décomposer le déplacement de mon araignée en une série de déplacements vectoriels qui composeront le déplacement delta R final. Et donc, j'ai delta R1, delta R2, delta R3, et finalement delta R4 ici. Hein? Et alors je dis que mon déplacement final, delta R, est égal à delta R1 plus delta R2 plus delta R3 plus delta R4, qui est une somme vectorielle de chacun des déplacements. Or, delta R1, je le connais. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, selon Y, elle monte de 3 mètres, et selon X, elle ne fait rien. Donc, c'est égal à 0, 3. Delta R2, selon X, elle perd 5 mètres, et selon Y, elle ne fait rien, puisque c'est un déplacement qui est parallèle à l'axe des X. Donc on est en moins 5, 0. Delta R3, on perd 4 mètres selon Y, on ne perd rien selon X,
Donc ça fait 0, moins 4. Et finalement, delta R4, on regagne un mètre selon Y, mais rien selon X. Ça fait 0, 1. Je fais une addition vectorielle, c'est-à-dire que j'additionne composante par composante. J'arrive à moins 5 selon X, puisqu'il n'y a que 0 et moins 5. Puis 3 plus 0, 0. Moins 4, ça fait moins 1. Plus 1, 0, selon Y. Et voici mon déplacement total. Une fois que j'ai ceci, mais il est très facile de déterminer la norme, puisque la norme de delta R, par définition, est égale à la racine carrée de la somme des carrés des composantes, c'est-à-dire racine carrée de moins 5 au carré, plus 0 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 25, ou encore, pardon, excusez-moi, j'ai oublié l'unité, ce sont des mètres, c'est très important, ou encore 5 mètres, comme norme. Voilà. Et finalement, on nous demande la distance parcourue S. Eh bien, S sera en fait la somme de toutes les longueurs des vecteurs correspondant au déplacement. C'est-à-dire que là où delta R est égal à la somme vectorielle de chacun des vecteurs qui le composent, S sera égal à la somme des normes, c'est-à-dire delta R1 en norme, plus delta R2 en norme, plus delta R3 en norme, plus delta R4 en norme, et ça c'est égal à 3 plus 5 plus 4 plus 1, et on a 13 mètres comme distance parcourue. Voilà. Alors, ensuite, trace les vecteurs position initiale et position finale à partir du système de référence que vous aurez déterminé judicieusement. Bien, on a déjà déterminé notre système judicieux. Et dans notre système, par définition, ou par construction plutôt même, on a un RI est égal à 0,0 mètres, puisque l'origine coïncide avec l'origine du mouvement. La position initiale est à l'origine. Delta R, on sait ça, est égal à RF, la position finale, moins la position initiale. Or, la position initiale, on vient de déterminer, est égale à 0. Je peux barrer ceci, et donc delta R est égal à RF, ou encore, la position finale vectorielle est égale à moins 5, 0. 0. Et donc, on peut également dire ici sur mon schéma que delta R est égal à RF, le vecteur position finale dans le système cartésien d'origine O. Voilà. D. Quel est l'angle entre le vecteur déplacement et l'horizontale? Bien, par définition, l'angle qu'on voit ici, c'est un angle soit de 0 degré, soit de 180 degrés. Et par définition, on prend l'angle de 180 degrés, puisqu'on se place dans un repère trigonométrique. L'angle est de 180 degrés, car il induit un déplacement de composantes négatives en X. Voilà. Pour finir, et on revient à la théorie vue précédemment, penses-tu que l'approximation du poids matériel soit judicieuse dans ce cas-ci, et pourquoi? Alors, l'approximation du poids matériel consiste à ne s'intéresser qu'à la position
du mobile en translation. On omet donc de décrire la rotation remonter un peu, voilà, la rotation du mobile sur lui-même et sa déformation. Ça, c'est le rappel théorique. Et effectivement, dans ce cas-ci, quand je vois le schéma, seule sa position m'intéresse. Sa rotation et sa déformation ne sont pas pertinentes dans ce cas-ci. Et donc, je mets, c'est bien ce que nous faisons. Donc, vrai. Et voilà pour ceci. Question 1.5. Un juge de ligne, au foot évidemment, se déplace le long de la ligne occupant successivement les positions reprises dans le tableau ci-contre. On voit le tableau. La position 0 correspond à la ligne de but au nord du terrain. Toutes les autres positions sont reprises au sud de celle-ci. Trace le graphique de la position du juge de ligne en fonction du temps. D'accord. Alors pour tracer ce graphique, on va commencer par définir un système d'axes. Voici notre système. On a donc un système d'axes dont évidemment la variable indépendante est le temps et la variable dépendante est la position, puisque la position dépend du temps. Alors qu'est-ce qu'on a comme point? On a le point 0,5 mètres, il est ici. Après 5 secondes, le juge est à 10 mètres. Très bien, le voilà. Après 10 secondes, il se trouve à 20 mètres. Ensuite, après 15 secondes, il se trouve à 15 mètres. 20 secondes, il est à nouveau à 20 mètres. Il reste à 20 mètres entre 20 et 25. Et finalement, il retombe à 10 mètres après 30 secondes. On relie ces points, puisque évidemment la position du juge est une position qui est définie sur l'ensemble R selon les abscisses. Donc on peut relier les points. Voilà. Voici. Et voici à quoi devra ressembler notre graphique, que nous allons analyser dans la suite de l'exercice. Trace le graphique. Ça c'est fait. B. Le juge de ligne est resté au repos pendant 5 secondes. Pendant quel intervalle ce repos se produit-il? Bien, il est évident que le repos consiste à un moment où le temps continue à avancer selon la ligne du temps, mais par contre la position reste la même. Et ça, c'est le temps du repos, c'est ici. Repos. Et donc, le juge se repose entre t égale 20 secondes et t égale 25 secondes. C. Pendant quel intervalle de temps le juge se déplace-t-il vers le sud? Alors, on reprend l'énoncé. La ligne 0 correspond à la ligne de but nord du terrain. Toutes les positions, ensuite, sont au sud de celle-ci. Ça veut dire que si sa position augmente, ça, c'est vers le sud. Eh bien, on a l'intervalle de ici à là. Là, il se déplace vers le sud. Et ensuite, l'intervalle d'ici à là, sud. Quel est cet intervalle? Le juge va vers le sud, suivant l'intervalle de points 0, 10 secondes et 15, 20 secondes.
finalement, la question D. Quel est le déplacement du juge pour l'intervalle de temps 0, 30 secondes? Bien, delta R est égal à R final, c'est-à-dire 30, moins R initial, c'est-à-dire 0 secondes. R30, c'est 10 mètres, moins R0, 5 mètres. Et donc son déplacement est égal à 10 moins 5, 5 mètres. Et dans l'intervalle 10-20 secondes, entre 10 et 20 secondes, il n'a pas changé de position. Θ R 10, 20 est égal à 0. Et alors évidemment 5 mètres, j'ai fait une erreur ici, c'est un vecteur. Je dois le mettre en parenthèse, je dois mettre tout ceci en parenthèse. Et là je mets un vecteur nul. Et voici pour cette question. Dans l'exercice 1.6, nous parlons d'un groupe de scouts qui décide de traverser un bois. Ce bois s'étend sur la direction nord de 2 km et sur la direction est de 3 km. Au point A, on nous demande de décrire le trajet suivi par les scouts à l'échelle 1 cm égale 200 mètres. Et alors, 2 km ça fait 10 cm et 3 km ça fait 15 cm. Je réalise ce bois. Voilà le bois. Ensuite, trace le tracé que les scouts empruntent. D'accord? Ils commencent sur le point inférieur gauche, c'est ici leur origine. Et puis ils font 800 mètres, c'est-à-dire 4 cm selon mon échelle, vers le nord. Prennent un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc l'horizontale est ici. Et ils prennent un angle de 30 degrés vers le bas. Donc voilà. On va faire ça. Voilà. Sur une longueur de 1 km, c'est-à-dire 5 cm. Ensuite 900 mètres vers l'est. Et puis finalement vers le nord-est à 45 degrés. Et nos scouts sortent du bois. Voilà. Et voilà. Et voilà. Nous avons réalisé le point A. Maintenant, passons au point B. On nous demande de déterminer la distance parcourue par les scouts dans la direction nord-est avant de sortir du bois, c'est-à-dire cette distance-ci, que nous allons appeler D. Alors évidemment, il y a deux façons de procéder. Il y a deux manières de procéder. Alors, la manière numéro 1, c'est mesurer. Sur le plan et appliquer l'échelle. Combien est-ce que je mesure moi avec mon écart entre ici et là? Je mesure 8,4 cm, ce qui me donne
Je mesure 8,4 cm fois 200 mètres. Et ça, c'est 1680 mètres. Alors, c'est une bonne méthode pour avoir une idée de combien les scouts se sont déplacés avant de sortir du bois avec une inclinaison de 45 degrés. Mais le problème, c'est que cette méthode est imprécise. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer. Calculons cette distance en utilisant les vecteurs. Parce qu'évidemment, ici, lorsqu'on regarde ce déplacement total, bien, on a un petit déplacement delta R1 ici, un deuxième delta R2 ici, delta R3 là, et finalement delta R4 ici, dont la norme vaudra D. Et lorsqu'on fait la somme vectorielle de ce déplacement, la composante selon x de cette somme vectorielle va devoir valoir 3000. Effectivement, puisqu'on voit par construction ici que les scouts sortent par le côté droit. Donc, je dis, par construction, nous voyons que la composante x de delta R vaut 3000 mètres au point P2, sachant que P1 est ici et que P2 est là. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à les calculer. Delta R égale delta R1 plus delta R2 plus delta R3 plus delta R4. Or, on sait ici par construction que delta R1 est égal à 0 selon x et 800 selon y. 0, 800. Delta R2, c'est la norme de delta R2, c'est-à-dire 1000, fois la projection sur les axes, c'est-à-dire sinus 30 selon y et cosinus 30 selon x. Cos 30 moins sinus 30 degrés. Et je prends un moins ici, parce que selon y, qui est mon axe, comme on me l'a demandé, qui va vers le haut, selon y, le vecteur delta R2 fait diminuer la hauteur où on est. Et du coup, il y a un moins. Par contre, selon x, on fait toujours bien augmenter. Ensuite, delta R3, selon x, 900, selon y, 0. Et finalement, delta R4, selon x, d, qui est la norme du vecteur, et qu'on cherche, fois cos de 45 degrés, et selon y, d fois sinus de 45 degrés. Voilà. Bien alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend les composantes selon x de chacun de ces vecteurs, on les additionne pour arriver au point P2, et de manière à dire qu'on sait que P2 a une abscisse de 3000. Donc, en P2, la somme selon x vaut 3000. Je l'ai déjà écrit, mais c'est pas mal de le réécrire. Et donc, on a 0 plus 1000 fois cos 30 degrés plus 900 plus d fois cos 45 degrés égale 3000. C'est une équation
qui n'a qu'une seule inconnue. Et cette inconnue, c'est D. Et c'est ce qu'on cherche, justement. Du coup, on met D en évidence. Ça me fait que D égale 3000 moins 900 moins 1000 fois cos 30 degrés divisé par cos 45 degrés. Et ça fait 1745 mètres. La longueur de ce vecteur, sa norme, c'est 1745 mètres. Voilà pour le point B. Et alors, on peut également se demander si il était pertinent de mesurer initialement. On a 1680 et 1745. Et donc, ce sont deux mesures qui sont relativement similaires. Donc, j'ai pas de problème avec ça, puisque finalement, le 1680 confirme bien le calcul que j'ai fait de 1745. Si j'étais arrivé à une mesure mesurée de 4780, et là, 1745, j'aurais dû me poser des questions. Alors, C. Quelle est la coordonnée de point de sortie du bois? C. Bien. Au point P2, on a P1 plus delta R égale P2. Or, P1 vaut 0, puisque j'ai placé mon repère orthonormé de manière judicieuse. 0. Et donc, P2 égale delta R, et je n'ai plus qu'à calculer delta R. Delta R égale... Ben, pareil, ce delta R, il vaut toujours ceci, sauf que maintenant, je dois remplacer D par sa valeur. C'est-à-dire 0,800 plus 1000 fois cos 30 degrés moins sin 30 degrés plus 900 0 plus 1745, maintenant que je connais sa valeur, fois cos 45 degrés sinus 45 degrés. Ce qui est égal à... J'additionne composante par composante, j'additionne les premières composantes ensemble et les deuxièmes composantes ensemble, ici, là, là et là, et ça me donne 3000. Ça, c'est la bonne nouvelle, puisque c'est notre hypothèse qui nous a permis de trouver 1745. Si on n'avait pas trouvé 3000, on aurait un petit souci. Et la deuxième composante, 1533 mètres. Voici pour ce point. Alors, D détermine le déplacement. Je vais aller à la page suivante. Hop. Nous voilà. D détermine le déplacement et la distance parcourue. Le déplacement delta R, on vient de le calculer. Ça, c'est bon. C'est égal à 3000, 1533 mètres, et c'est égal au vecteur OP2. Voilà, ça c'est fait. Par contre, la distance parcourue, S, est égale à, comme d'habitude, la somme des normes des delta RI, c'est-à-dire la norme de delta R1 plus la norme de delta R2 plus la norme de delta R3 plus la norme de delta R4. Et alors ça nous donne 800 plus 1000 plus 900 plus 1745 égale 4445 mètres. Voilà. Vérifie tes résultats graphiquement. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. On a fait ça au tout début en prenant la mesure sur le schéma et vérifiant que nos résultats, les résultats qu'on a trouvés, correspondaient bien, grosso modo, à cette mesure. Donc ça, nous l'avons déjà fait. Donc je mets E, OK. F, bien,
on le passe. On passe ce point-là puisqu'il appelle des notions qui ne sont pas encore vues dans le cours. Et puis finalement, le point G explique comment tu aurais résolu le calcul si les scouts avaient réalisé le dernier tronçon, non pas vers le nord-est, mais vers le nord-nord-est. Faisons un petit dessin ici, sur le schéma. Les scouts partent toujours d'ici, mais au lieu d'aller à 45 degrés, ils vont à 67,5 degrés, c'est-à-dire par là, et sortent du bois vers le haut. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait changé dans notre calcul? Eh bien, on aurait changé que dans le calcul qu'on a fait initialement, on a vu que la somme des composantes selon x de nos vecteurs valait 3000 mètres. Eh bien, en fait, pour pouvoir être en adéquation avec notre dessin, on n'aurait pas dû faire la somme des composantes selon x, mais bien la somme des composantes selon y aurait valu 2000 mètres. Et alors, au lieu d'additionner, regardez, au lieu d'additionner les premières composantes là, et puis de dire qu'elle vaut 3000, eh bien on aurait additionné les deuxièmes composantes, et on aurait dit qu'elle valait 2000. Alors ça nous aurait donné une nouvelle distance d. Voilà. Alors pour l'écrire formellement, je peux mettre G. Dans ce cas, les scouts sortent du bois par la face nord. Il faut donc additionner les composantes y de delta R et égaler cette addition à 2000 mètres pour trouver une nouvelle valeur de D. D égale norme de delta R4. Et voilà. Une bonne journée à vous.